L'été dernier, j'ai réussi à récolter plus de 240 tomates à partir de seulement 6 plants dans mon jardin. Et chacun de ces plants est resté luxuriant, vert et chargé de fruits de juillet jusqu'aux premières gelées. Si je mentionne cela, c'est parce que pendant de nombreuses années, j'ai eu exactement le problème inverse. Mes plantes de tomates poussaient jusqu'à 1,20 m, 1,50 m ou même 1,80 m de haut, avec un feuillage absolument magnifique. Des tiges épaisses et des feuilles vert foncé, mais ils ne produisaient presque aucune tomate. Je passais mon temps à arroser, à fertiliser et à faire tout ce que je pensais devoir faire, tandis que mon voisin, avec 2 fois moins d'efforts, avait des plants croulants sous les fruits alors que les miens ne ressemblaient à rien de plus qu'à des arbustes ornementaux. Puis, il y a environ 5 saisons, j'ai commencé à creuser la science réelle de ce qui pousse un plant de tomate à passer de la croissance végétative au mode reproductif. Je suis tombé sur des recherches de l'extension de l'Université de Floride et sur des travaux fascinants de Cornell. Et ce que j'ai trouvé a complètement réinitialisé ma façon de penser l'alimentation, la taille et la gestion des plantes de tomates. Il s'avère que la solution n'est pas compliquée du tout une fois que l'on comprend la biologie qui se cache derrière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi vos plantes de tomates produisent toutes ces feuilles et aucun fruit. Et plus important encore, les changements spécifiques que vous pouvez apporter cette saison pour y remédier. Nous aborderons la véritable science qui contrôle la floraison et la nouaison, les ajustements de fertilisation qui font la plus grande différence, la technique de taille qui redirige l'énergie de votre plante, et comment vos habitudes d'arrosage pourraient jouer contre vous. Et restez avec moi jusqu'à la fin car je partagerai une astuce simple d'application foliaire utilisant du sel d'Epsom ordinaire que j'ai découverte presque par accident et qui améliore systématiquement ma nouaison de ce que j'estime être environ 20 à 30 %. C'est l'une de ces choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a 10 ans. Alors, laissez-moi vous expliquer exactement comment transformer ces magnifiques plantes feuillues en véritables producteurs de fruits. Maintenant, avant d'entrer dans la science et les étapes, je veux être honnête avec vous. J'ai passé la majeure partie de 15 ans à commettre chacune des erreurs que je m'apprête à décrire. Quand mes plantes ne fructifiaient pas, mon instinct était de leur donner plus d'engrais. Plus de nourriture signifie plus de croissance, donc plus de fruits. N'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Et quand je voyais toute cette croissance verte et luxuriante, je me sentais en fait bien. Je pensais que je faisais quelque chose de bien. Ce n'était pas le cas si vous avez déversé un engrais équilibré ou riche en azote sur vos tomates toutes les 2 semaines en vous demandant pourquoi vous obtenez des plantes énormes avec presque aucun fruit. Vous n'êtes pas seul. J'étais exactement comme vous. Et je peux vous dire qu'au moment où j'ai cessé de traiter mes plantes de tomates comme s'ils avaient besoin de plus de tout, et que j'ai commencé à comprendre ce dont ils avaient réellement besoin à chaque étape de leur croissance, c'est là que tout a changé. J'ai commencé à expérimenter différents ratios d'engrais, différentes approches de tôle et différents programmes d'arrosage, et en une seule saison, j'ai vu des résultats qui m'ont honnêtement un peu frustré de ne pas avoir compris plus tôt. Voici le concept central qui a tout changé pour moi. Et une fois que vous l'aurez compris, chaque conseil que je m'apprête à vous donner prendra tout son sens. Les plantes de tomates ont 2 pulsions biologiques concurrentes. La première, c'est la croissance végétative, ce qui signifie produire des feuilles, des tiges et des racines. La seconde est la croissance reproductive, ce qui signifie produire des fleurs, des fruits et des graines. Ces 2 pulsions sont largement contrôlées par l'équilibre des nutriments disponibles pour la plante, en particulier le ratio azote/phosphore et potassium. Lorsque l'azote est abondant par rapport au phosphore et au potassium, la plante reçoit un signal chimique qui dit essentiellement « les conditions sont excellentes, continue de croître, devient plus grande, il n'y a aucune urgence à se reproduire ». La plante reste dans ce que l'on pourrait appeler le mode adolescent. Elle ne fait que croître et ne pense pas à la génération suivante. Mais lorsque l'équilibre nutritionnel change, lorsque le phosphore et le potassium deviennent plus importants par rapport à l'azote, la plante reçoit un signal différent. Ce signal dit qu'il est temps de fleurir, il est temps de former des fruits, il est temps de se reproduire. Des recherches de l'Université d'État de Caroline du Nord confirment que l'excès d'azote
est l'une des causes les plus courantes d'une mauvaise nouaison chez les tomates de jardin familial. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est de la physiologie végétale de base. Et une fois que je l'ai comprise, j'ai pu la voir se manifester dans mon jardin en temps réel. Laissez-moi donc vous montrer les ajustements spécifiques qui font que cela fonctionne. La première chose que vous devez aborder, et honnêtement, c'est de là que proviennent les plus grands gains, c'est votre programme de fertilisation. Voici ce que font la plupart des jardiniers. Et je le sais parce que je l'ai fait moi-même pendant des années. Ils achètent un engrais polyvalent, quelque chose comme un 10-10-10 ou un 20-20-20, et ils l'appliquent régulièrement tout au long de la saison de croissance. Le problème est qu'un engrais équilibré avec des parts égales d'azote, de phosphore et de potassium, ou pire, un engrais riche en azote, continue de pousser ce signal de croissance végétative tout au long de la saison. Votre plante ne reçoit jamais le coup de pouce chimique pour passer en mode production de fruits. Voici ce que je fais à la place. Pendant les 3 à 4 premières semaines après le repiquage, j'utilise un engrais équilibré, environ un 10-10-10, car à ce stade, je veux que la plante établisse un système racinaire solide et construise une structure saine de feuilles et de tiges. Cette croissance végétative est importante au début. Vous avez besoin d'une plante vigoureuse pour soutenir une lourde production de fruits plus tard. Mais dès que je vois les premiers bouquets de fleurs se former, et vous le saurez car vous verrez de petites fleurs jaunes en forme d'étoiles apparaître au nœud le long de la tige, c'est là que je fais le changement. Je passe à un engrais avec un premier chiffre plus bas et des deuxième et troisième chiffres plus élevés. Quelque chose comme un 5-10-10 ou un 4-8-8 fonctionne à merveille. Vous pouvez trouver des engrais spécifiques pour tomates dans la plupart des jardineries qui suivent ce modèle. Celui que j'ai utilisé le plus régulièrement est un engrais organique granulaire pour tomates avec un ratio de 3-4-6. J'applique environ 2 cuillères à soupe par plante toutes les 2 à 3 semaines. Je l'incorpore doucement dans le premier pouce de terre autour de la base. Puis j'arrose. La différence que cela a faite dans mon jardin a été spectaculaire. En environ 2 semaines après avoir fait le changement cette première saison, mes plantes sont passées de la production de fleurs éparses à la formation de grappes de 4, 5 et 6 fruits à presque chaque nœud. C'était comme actionner un interrupteur. Et biologiquement parlant, c'est essentiellement ce qui se passait. Maintenant, laissez-moi vous montrer le deuxième ajustement. Et c'est là que beaucoup de jardiniers résistent au début. Mais je vous promets que la science est solide. Vous devez tailler vos plants de tomates indéterminés. Et vous devez le faire correctement. Si vous cultivez des variétés indéterminées, celles qui continuent de pousser en hauteur toute la saison, comme Better Boy, Cherokee Purple, Brandywine ou Sungold, ces plantes produiront ce qu'on appelle des gourmands. Un gourmand est une nouvelle pousse qui émerge de l'articulation entre la tige principale et une branche de feuilles. Si vous regardez votre plante en ce moment, trouvez un endroit où une branche rencontre la tige principale et regardez juste dans ce creux. S'il y a une petite pousse qui pousse à un angle de 45 degrés, c'est un gourmand, laissé à lui-même. Chaque gourmand devient essentiellement une nouvelle tige principale avec ses propres branches, ses propres gourmands et sa propre demande d'énergie. L'approche conventionnelle consiste à laisser la plante pousser naturellement et à se débrouiller seule. Ce que j'ai trouvé qui fonctionne considérablement mieux, c'est de supprimer la plupart de ces gourmands, en particulier sous le premier bouquet de fruits. Voici pourquoi. Chaque gourmand que votre plante nourrit est de l'énergie qui pourrait aller vers la production de fruits. Un seul plant de tomates indéterminé non taillé peut facilement produire 60 à 80 pointes de croissance d'ici le milieu de l'été. Et chacune de ces pointes puise de l'eau, des nutriments et de l'énergie photosynthétique au détriment du développement des fruits. Ce que je fais, c'est supprimer complètement tous les gourmands sous le premier bouquet de fleurs. Au-dessus de cela, je laisse 1 ou 2 gourmands se développer en tiges secondaires, ce qui me donne une plante à 2 ou 3 tiges. Je pince les gourmands lorsqu'ils mesurent environ 5 à 7 cm de long, en les saisissant simplement entre mon pouce et mon index et en les cassant proprement. Faites-le le matin quand la plante est turgescente et que les tiges cassent net. Si vous attendez qu'ils mesurent 15 ou 20 cm de long, vous supprimez une croissance dans laquelle la plante a déjà investi une énergie importante et vous créez une blessure plus large qui est plus sensible aux maladies.
Une note importante ici. Si vous cultivez des variétés déterminées comme Roma, Celebrity ou Rutgers, ne taillez pas les gourmands. Les tomates déterminées ont une taille génétiquement prédéfinie. Et supprimer les gourmands d'une plante déterminée réduit en fait votre rendement. Ce conseil s'applique spécifiquement au type indéterminé. Si vous n'êtes pas sûr du type que vous avez, vérifiez l'étiquette fournie avec la plante ou recherchez le nom de la variété. C'est important. Le troisième ajustement est celui qui surprend beaucoup de gens et il concerne l'arrosage. Voici le schéma que je vois encore et encore. Les jardiniers arrosent leurs tomates un petit peu chaque jour, parfois même 2 fois par jour par temps chaud. Cela semble être la bonne chose à faire. La surface du sol est sèche. La plante semble un peu flétrie sous la chaleur de l'après-midi. Alors on sort le tuyau. Mais voici ce qui se passe réellement sous la surface. Un arrosage superficiel fréquent maintient les premiers centimètres du sol constamment humides, ce qui encourage les racines à rester près de la surface plutôt qu'à pousser en profondeur. Plus important encore pour notre propos, une plante de tomate qui n'est jamais même légèrement stressée n'a aucune incitation biologique à se reproduire. Rappelez-vous, la production de fruits est fondamentalement une stratégie de survie. La plante produit des fruits pour créer des graines afin d'assurer la génération suivante. Une plante qui est parfaitement à l'aise tout le temps et moins d'urgence à le faire. Maintenant, je ne vous dis pas de laisser vos plantes flétrir et souffrir. Cela causera la chute des fleurs et d'autres problèmes. Ce que je dis, c'est que passer à un arrosage plus profond et moins fréquent produit de meilleurs résultats pour la nouaison. Voici exactement ce que je fais. J'arrose mes plantes de tomates en profondeur, environ 2,5 à 4 cm d'eau par semaine, apportée en 1 ou 2 sessions plutôt qu'en 7. J'utilise un tuyau sointant à la base de mes plantes pendant environ 30 à 45 minutes 2 fois par semaine. Cela pousse l'eau à 20 à 30 cm de profondeur dans le sol, ce qui encourage la croissance des racines profondes et crée une légère période de dessèchement entre les arrosages qui poussent la plante vers le mode reproductif. Si vous êtes dans des zones où les températures estivales dépassent régulièrement 35 degrés Celsius, vous devrez peut-être arroser 3 fois par semaine. Mais le principe reste le même. Un arrosage profond et peu fréquent bat un arrosage superficiel et constant à chaque fois. Vous pouvez vérifier l'humidité de votre sol en enfonçant votre doigt à environ 7 à 8 cm dans le sol près de la base de la plante. S'il semble sec à cette profondeur, il est temps d'arroser. S'il semble encore frais et légèrement humide, vous pouvez attendre 1 jour de plus. Le quatrième ajustement implique la conscience de la température, et c'est un point que trop de jardiniers négligent totalement. Les fleurs de tomates ne formeront pas de fruits correctement lorsque les températures nocturnes restent au-dessus de 24 degrés Celsius ou lorsque les températures diurnes dépassent systématiquement 32 degrés Celsius. Le pollen devient collant et non viable à ces températures. C'est de la pure physiologie végétale et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour changer la météo. Mais vous pouvez travailler avec elle. Si vous vivez dans des régions qui connaissent des périodes de chaleur extrême en juillet et août, voici ce que j'ai appris. Premièrement, ne paniquez pas lorsque la nouaison chute pendant les vagues de chaleur. La plante ne meurt pas. Elle attend simplement. Deuxièmement, vous pouvez améliorer vos chances en fournissant une ombre légère l'après-midi à l'aide d'une simple toile d'ombrage de 30 à 40 %. Je drape la mienne sur un cadre basique fait de conduits en PVC d'un demi-pouce et cela fait baisser la température autour des plantes d'environ 3 à 5 degrés. Cela peut suffire à maintenir le pollen viable. Troisièmement, plantez vos tomates assez tôt pour qu'elles aient le temps de former une lourde première récolte avant l'arrivée des plus fortes chaleurs. Dans les zones tempérées, je vise à repiquer environ 2 à 3 semaines après la date de la dernière gelée, ce qui donne aux plantes 6 à 8 semaines de bon temps de fructification avant que la vraie chaleur de l'été ne s'installe. Dans les zones plus froides, votre saison de croissance est plus courte, mais votre fenêtre de stress thermique est également plus petite. Donc c'est moins un problème. Concentrez-vous sur le choix de variétés avec des jours de maturité plus courts, de l'ordre de 60 à 70 jours comme Early Girl ou Stupus. Maintenant, laissez-moi couvrir quelques erreurs courantes que je vois et qui lignent tout cela ensemble. Car parfois, il ne s'agit pas de ce que vous faites de mal avec une seule pratique. Il s'agit d'un schéma. Le premier schéma est ce que j'appelle le piège de la gentillesse.
Les jardinières qui aiment leurs plantes ont tendance à tout exagérer. Trop d'engrais, trop d'eau, trop d'attention, et j'ai fait cela moi-même pendant des années. La plante répond à toute cette abondance en poussant comme une folle, ce qui ressemble à un succès. Mais c'est en fait la plante qui dit « J'ai tout ce dont j'ai besoin, aucune raison de me reproduire ». La solution est une modération délibérée. Réduisez l'azote après le début de la floraison. Arrosez profondément mais moins souvent. Et résistez à l'envie de faire quelque chose chaque jour. Le deuxième schéma est d'ignorer le calendrier. Le timing compte énormément avec les tomates. Si vous repiquez trop tard, les plantes essaient de s'établir pendant les pics de chaleur et finissent par passer leur fenêtre de fructification optimale à essayer simplement de survivre. Si vous fertilisez avec beaucoup d'azote au milieu de l'été, vous poussez la croissance végétative exactement au moment où vous voulez que la plante se concentre sur le mûrissement des fruits qu'elle a déjà formés. Je tiens maintenant un calendrier de jardin simple où je note ma date de repiquage, la date à laquelle je change d'engrais et ma fenêtre de récolte prévue. Cela prend 5 minutes et cela me permet de rester sur la bonne voie toute la saison. Le troisième schéma est de négliger ce qui se passe sous la plante. Toutes ces feuilles inférieures et ces gourmandes qui touchent le sol ou poussent dans une ombre dense ne contribuent pas de manière significative à la production de fruits. Ils utilisent de l'énergie, restreignent la circulation de l'air et créent des conditions favorables aux maladies fongiques. Je supprime tout le feuillage sous le premier bouquet de fruits une fois que la plante est bien établie. Généralement environ 4 à 5 semaines après le repiquage. Cela améliore la circulation de l'air à la base, réduit les maladies transmises par les éclaboussures et redirige l'énergie vers le haut, vers la production de fruits. Maintenant, voici le conseil bonus que je vous ai promis au début, et c'est quelque chose sur lequel je suis tombé il y a environ 3 saisons alors que je faisais des recherches sur la carence en magnésium chez les tomates. Le sel d'Epsom, qui est simplement du sulfate de magnésium, peut améliorer de manière significative la nouaison lorsqu'il est appliqué en pulvérisation foliaire pendant la période de floraison. Le magnésium est un composant central de la chlorophylle et il joue un rôle critique dans la capacité de la plante à déplacer le phosphore, qui, comme nous l'avons vu, est le nutriment clé pour la production de fruits, des racines vers les fleurs et les fruits en développement. Voici ma méthode exacte. Je dissous une cuillère à soupe de sel d'Epsom pur, sans parfum ni additif, dans 4 litres d'eau tiède et je remue jusqu'à dissolution complète. Ensuite, je le pulvérise sur le feuillage et les fleurs à l'aide d'un simple pulvérisateur à pompe, en m'assurant de couvrir à la fois le dessus et le dessous des feuilles. Je fais cela une fois toutes les 2 semaines à partir du moment où je vois les premiers bouquets de fleurs s'ouvrir. Et je pulvérise tôt le matin avant que le soleil ne soit intense pour que la solution ait le temps d'être absorbée avant de s'évaporer. Je veux être honnête avec vous. Cela ne va pas corriger un déséquilibre majeur en azote ou compenser de mauvaises pratiques de taille, mais en tant que pratique supplémentaire en plus de tout ce que j'ai décrit aujourd'hui, je vois systématiquement plus de fleurs former des fruits et moins de fleurs tomber. Des recherches de l'extension de l'Université du Vermont confirment que la supplémentation en magnésium peut améliorer la qualité et le rendement des fruits dans les sols où le magnésium n'est pas abondant, ce qui décrit beaucoup de sols de jardins familiaux. Donc, si vous avez lutté avec de magnifiques plantes de tomates qui ne produisent tout simplement pas de fruits, j'espère qu'aujourd'hui vous a donné une image claire non seulement de ce qu'il faut faire différemment, mais aussi de pourquoi cela fonctionne. Le passage de la croissance végétative à la production de fruits n'est pas mystérieux. Cela se résume à l'équilibre des nutriments, une taille intelligente, un arrosage approprié et la compréhension de ce que votre plante essaie de faire à chaque étape de sa vie. Ces 6 plantes qui m'ont donné plus de 240 tomates l'été dernier n'avaient pas une génétique spéciale ou un sol chanceux. Ils étaient le résultat de la compréhension de la biologie et du travail avec elles, au lieu de lutter contre elles. Vous pouvez obtenir les mêmes résultats et je pense que vous serez véritablement surpris de la différence qu'une saison d'ajustement intentionnel peut faire. Bonne chance et bonne culture. Si ces secrets biologiques ont changé votre regard sur le potentiel de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous creusons la science que d'autres ont négligée pour vous aider à cultiver une récolte légendaire. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de sagesse jardinière sera bientôt révélé.